courage, pied noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied noir, c'est notre seul bagage. Pied noir, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Noir, symbole de courage. Pied noir, reflet de volonté. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce premier rendez-vous, cette émission nouvelle, concoctée, préparée, voulue par le secrétaire général de Jeunes Pieds Noirs, Bernard Colle. Bonsoir. Bonsoir, Alors, Martial. une émission intitulée Au Forum des rapatriés, certainement. Alors au forum parce que c'est l'évocation effectivement du lieu d'échange depuis Rome, d'échange, de présentation, de confrontation des idées. C'est aussi l'évocation pour les Français d'Afrique du Nord du 13 mai 1958, le forum d'Alger, le forum de la fraternisation, celui de l'espérance trahie aussi, malheureusement, comme l'avait évoqué Jacques Soustel à l'époque, avec l'abandon de nos départements algériens. Superbe, c'était un empire, ça, acquis principalement, il faut bien le dire, sous le Troisième Empire, et sous la Troisième République, pardon, et qui va devenir le second monde après l'Angleterre. Alors effectivement, c'est toute une période de l'histoire de France qui remonte en fait à la conquête du Canada en 1508, et le Canada va d'ailleurs s'appeler la Nouvelle-France. Et avec cette extension coloniale faite sous la Troisième République principalement, ça va devenir la plus grande France. Le monde va connaître la culture française grâce à tous ces Français qui vont s'expatrier et va aussi rencontrer d'autres cultures. Et cet échange mutuel de cultures va permettre ce que l'on a appelé l'épopée coloniale, la période coloniale. Alors, pour vous, la colonisation, c'est vraiment une réalité historique? Alors c'est surtout une grande aventure humaine qui va toucher d'ailleurs tous les pays européens, pas uniquement la France, et qui au XIXe siècle va prendre une ampleur très importante, notamment due à l'évolution des moyens de transport. Ça va devenir en fait l'ancêtre de la mondialisation d'aujourd'hui, avec une volonté internationale et concurrentielle. Alors la France va s'illustrer pendant toute cette période-là avec des noms célèbres. Tout le monde connaît Savorgnan de Brazza, Francis Garnier, le maréchal Lyautey, le docteur Schweitzer. Mais la colonisation, c'est surtout tout un petit peuple d'Européens partis à l'aventure, trouver une vie nouvelle et meilleure, la plupart du temps, dans ces territoires nouveaux. Oui, alors Bernard, vous faites une description assez majorative de cette colonisation. Il y a ici des rapatriés que vous avez invités et qui vont s'exprimer. Enfin, on ne peut pas non plus se cacher que cette colonisation apparaît sous un jour mauvais, sombre pour beaucoup de gens, d'historiens, pour une certaine population aussi, que la colonisation, on l'associe souvent aussi à l'esclavage. Mais tout à fait, l'esclavage fait partie, comme la colonisation, de ces grands phénomènes humains de l'histoire de toutes les populations, de tous les peuples. L'esclavage n'est pas typiquement associé à la colonisation européenne, puisqu'il a commencé bien avant avec l'esclavage réalisé par les Arabes à partir du Xe siècle. Il s'est poursuivi effectivement au XVIIe siècle avec la colonisation principalement aux États-Unis, où par manque de main-d'œuvre, les Européens ont pratiqué la traite effectivement des Noirs. Tout ceci est une réalité historique, mais cet ensemble de l'histoire mondiale et de l'histoire française en particulier, ça va de l'esclavage à Albert Camus. Donc c'est un panorama assez large. D'accord, ça c'est la vision de l'Empire, cet empire que vous vouliez, mais enfin en 1945, il n'y a plus d'empire. Alors en 1945, la France retrouve après la guerre quand même l'Empire de 1939. Alors il va évoluer en termes de nom, ça va devenir l'Union française. Les guerres d'Indochine et la guerre d'Algérie vont donner une vision très particulière de cet empire avec la décolonisation et l'affrontement, surtout à l'époque, on l'a beaucoup oublié aujourd'hui, des deux grandes puissances mondiales que sont les USA et l'URSS,
qui vont chasser effectivement les puissances européennes, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, de leur reste de colonies, principalement pour des raisons économiques et idéologiques. Bernard Colle, donc plus d'empire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Il reste une communauté de Français rapatriés. Et quelle est l'importance? Quelle est la réelle importance de cette communauté? Alors il faut voir que ce sont des millions de Français qui sont partis à l'extérieur, dans cette France d'outre-mer, et qu'au rapatriement, ou plutôt à l'exil forcé de cette époque, pour beaucoup d'entre eux, puisque certains n'avaient jamais connu la métropole, sauf pendant les guerres de 14-18 et 39-45, et parfois même de 1870, ça représentait à l'époque plusieurs millions de personnes. D'après les chiffres officiels de l'ANIFOM, l'Agence d'indemnisation des Français d'outre-mer, cela représente 420 000 familles, c'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, avec les décès et les descendants, de l'ordre de 3 millions de votants, d'électeurs. Oui, c'est une communauté qui est importante, mais qui ne dispose pas de moyens de pression, voire même de moyens d'expression. En fait, elle n'obtient rien. Alors c'est une communauté qui, pour des raisons... Je suis un peu dur, hein, je suis désolé. Non, mais tout à fait. C'est une communauté qui, pour des raisons de politique intérieure française notamment, a été bâillonnée depuis 1962, interdite d'expression dans les grands médias, sauf pour les quelques personnalités qu'on voulait faire passer et parler en notre nom. Alors cette idée de cette émission au Forum, c'est un peu cela, c'est ça votre objectif, redonner la parole, donner la parole? Tout à fait. Notre idée, c'est de redonner la parole à ce petit peuple qui est resté silencieux la plupart du temps, ou qui a réalisé d'ailleurs, ou qui réalise encore beaucoup de choses, mais qui sont totalement méconnues. On le verra dans la partie actualité de notre émission. Il y a tout un tas de réalisations, mais qui sont systématiquement censurées par le système en place, car montrer l'œuvre des Français d'outre-mer, l'œuvre qui a été réalisée par la France d'outre-mer, ou montrer l'apport des Français d'outre-mer à la France métropolitaine d'aujourd'hui, ça reste un tabou médiatique. Et notre objectif, c'est de donner la parole, on va le voir tout à l'heure avec nos invités, à des gens comme vous et moi, des gens du petit peuple pied noir, rapatriés, des gens qui ont été à la base de la vie de cette société. Moi, je connais bien le monde pied noir, le monde des rapatriés. Il y a toujours cette volonté incessante qui est l'idée de rétablir l'histoire. Voilà. C'est-à-dire rétablir la réalité, la vérité, l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en vous, comme s'il y avait une telle injustice qu'il fallait crier la vérité. Tout à fait, tout à fait. C'est, je crois, le ciment de la quasi-totalité des rapatriés aujourd'hui, qu'ils soient d'Indochine, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou des autres territoires de l'ancien empire français. C'est ce sentiment d'injustice qui nous soude et qui fait que nous nous battons 52 ans après pour obtenir cette vérité et cette justice tant attendue par tous. Là aussi, on en reparlera au niveau de la loi en cours qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Il y a l'idée aussi, avec cette émission, peut-être de toucher les nouvelles générations qui n'ont pas connu. Ceux-là qui, allez, on va le dire méchamment, s'en fichent un peu. Alors, comme toutes les familles françaises, nous avons les mêmes problèmes de transmission de la mémoire. Ce n'est pas spécifique aux rapatriés. Les petits-enfants des familles juives et arméniennes avec lesquelles nous nous entretenons de ces problèmes rencontrent exactement les mêmes problèmes. Et notre idée est justement de nous appuyer sur cette mémoire familiale, sur la transmission de la mémoire familiale. La généalogie a une très grande importance dans la vie des Français et de faire connaître surtout toutes les réalisations positives qui sont faites par nos compatriotes, aussi bien à Paris qu'en province. Mais est-ce qu'on a accès à une information précise et exacte de cette période? À part transmettre par la parole, est-ce qu'on a des documents? Est-ce qu'on peut les voir, ces documents? Alors les documents, il y a les documents du passé, il y a toutes ces belles éditions qui existaient auparavant sur l'Empire français, l'Indochine, le Canada, tout ce qui a été fait
par la France pendant ces 4 siècles de notre histoire. Et puis il y a les réalisations contemporaines, et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui une grande réalisatrice de télévision, Madame Marcella Ferraru, avec laquelle nous débattrons justement des réalisations superbes qu'elle a faites sur les harkis, sur la communauté rapatriée. Histoire d'un abandon. Voilà, et notamment les femmes de harkis. Vous, un film qui rend leur honneur aux harkis et fait revivre l'idéal d'une Algérie nouvelle et fraternelle. Mais on accueillera Marcella Ferraru dans quelques instants. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour cette émission? Alors, il y a un passé et un avenir, parce que nous allons aussi valoriser les autres domaines qui sont tous les domaines de la culture de la communauté, le cinéma. Nous venons de sortir avec, les éditions Gaumont ont réédité un film de Jean Renoir qui était un inédit à la gloire de la colonisation française, puisque c'est un film qui est sorti en 1929, au moment du 100e anniversaire de l'Algérie française. Jean Renoir avait réalisé ce film qui montre l'acharnement de ces colons en Algérie à créer une terre nouvelle. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite par l'essentiel. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à un événement qui apparaît important. On va voir s'il était même essentiel. C'est le 1er novembre 1954. Oui. Nous sommes presque au 1er novembre 2014, 60 ans plus tard. Et il y a ce que l'on appelle le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge. Pour en parler d'ailleurs, je vais demander à plusieurs de nos intervenants de nous rejoindre, et tout particulièrement à Xavier Pietri de nous rejoindre s'il le veut bien. Il nous donnera son témoignage. Et puis Colette Attard qui va aussi nous rejoindre. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Alors Xavier Pietri, on vous connaît, mais on connaît peut-être plus votre fille. Julie Pietri, qui actuellement est sur toutes les télévisions, sur toutes les radios. Oui, et surtout sur la scène, puisque jusqu'à la fin décembre, elle a 31 dates dans tous les zéniths et autres grandes salles de France où elle chante avec tout un plateau d'artistes les années 1980. Voilà, avec des grands titres, avec des titres de stars. Pour Julie Pietri, Madame Attard, vous êtes institutrice et vous êtes parmi nous. Vous allez aussi donner votre témoignage ce 1er novembre 1954. Bernard Kolb. Alors ce 1er novembre 1954, il faut se remémorer un peu ce qu'était l'Algérie en 1954. C'est 9 millions de personnes, dont 1 million d'Européens. Nous sommes en 1954, juste après-guerre. La guerre, ça fait 9 ans que la guerre vient de se terminer. Il y a eu pendant toute cette guerre en Algérie des influences très fortes, à la fois des Italiens, des Allemands, des Anglais, des Américains sur la population, aussi bien d'ailleurs européenne que sur la population qu'on appelle indigène, c'est-à-dire arabo-berbère d'Algérie. Les enjeux sont des enjeux économiques, le pétrole, tout le monde a entendu parler de Conrad Killian, et on imagine ce 1er novembre 1954, on croit que ça apparaît comme ça, c'est en fait une succession effectivement d'événements qui ont eu lieu avant, et qui ne sont pas tous liés au nationalisme algérien, mais qui sont liés à ces problèmes de géopolitique mondiale, où les deux grandes puissances de l'époque, les USA et l'Union soviétique, s'affrontent. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, puisque la puissante URSS a en grande partie disparu. Et on retrouve d'ailleurs dans les journaux d'avant-guerre, dans l'Illustration, dans d'autres revues de l'époque, dans beaucoup de brochures, la marque de cette influence étrangère, principalement allemande et italienne en Afrique du Nord, qui vont conduire aux événements du 8 mai 1945, dont là tout le monde a entendu parler, les massacres de Sétif, Guelma, où une centaine d'Européens ont été massacrés, et où, pour rétablir l'ordre, le gouvernement d'ailleurs du général de Gaulle a employé la force armée et a maté très rapidement cette rébellion avec une répression qui a fait probablement de l'ordre de plusieurs milliers de morts. Est-ce qu'on pourrait voir un extrait peut-être de film pour Alors tout à fait, nous allons voir un extrait du film La valise ou le cercueil de nos amis Charlie Cassan et Marie Avenel, qui est un superbe DVD qui représente toute cette histoire-là, et vous verrez au cours de l'émission plusieurs extraits
de ce DVD, comme d'ailleurs les DVD de Marcella Ferraru, qui sont des supports que chacun d'entre nous doit avoir à la maison et offrir à sa famille, à ses amis, à ses proches. On va regarder un extrait tout de suite de La valise ou le cercueil. Le 8 mai 1945, le jour même de la victoire contre le nazisme, Sétif, fief de Ferratabas, va connaître de violentes émeutes. Plusieurs manifestations sont programmées et la population européenne s'apprête à y participer dans la joie et l'euphorie. Mais ce jour de l'armistice a aussi été retenu par les frères musulmans prêchant la révolte contre les chrétiens sous l'égide d'Al-Husseini, grand mufti de Jérusalem, de Ferratabas, le modéré, et Messaliadj, le leader nationaliste plus radical, emprisonné à Brazzaville au Congo. Les musulmans demandent l'autorisation d'organiser un défilé, ne voulant pas se mêler à celui prévu officiellement. Les autorités civiles, dépassées par les événements, mais parfaitement informées de l'imminence d'une insurrection, autorisent cependant cette manifestation, sous réserve qu'aucun autre drapeau que celui de la France ne soit déployé et qu'aucune arme ne soit portée. Toutes les autorités civiles et militaires étaient au courant que le lendemain, il allait y avoir de graves incidents. Les meneurs de l'insurrection ont bien préparé leur action. Ils savent que l'Algérie est vidée de ses hommes valides, qui sont mobilisés, que les effectifs de la police, de la gendarmerie et de l'armée sont réduits, que la population européenne, tout à la joie de fêter la victoire, devient une proie facile, car sans défense. De tous les quartiers arabes et des douars environnants afflue une impressionnante foule d'indigènes. C'est une foule d'environ 30 000 hommes. 30 000. En tête, environ 250 scouts en tenue entament des chants nationalistes et pour la première fois, on voit apparaître un drapeau vert et blanc, emblème de l'indépendance, ainsi que des pancartes hostiles à la France. Le commissaire Olivieri reçoit l'ordre de stopper le cortège et de saisir ce drapeau et ses bannières séditieuses. C'est alors qu'il est jeté à terre et il y a des cris et on entend « Eketlou et de Prou ». Si vous ne comprenez pas l'arabe, je vais traduire, ça veut dire « tuez-le, égorgez-le ». Il est pris à partie par la foule. Pour se dégager, il sort son pistolet et tire un coup de feu en l'air. Aussitôt, un deuxième coup de feu est tiré par un manifestant. Et malheureusement, c'est la petite Nakash, qui est une fillette, qui est dans les bras de ses parents, qui reçoit la balle et qui décède dans la salle de l'Hôtel de France. Tout va très vite. L'insurrection éclate. Le maire, M. Deluca, qui tentait de rétablir le calme, est abattu. Des tirs sont échangés entre policiers et manifestants. La masse des indigènes s'engouffre dans toutes les rues en criant « Mort aux chrétiens ». Les pauvres Européens, qui ne trouvaient pas un abri, étaient massacrés, égorgés, lardés de coups de poignard dans le ventre, assommés de coups de bâton sur la tête. C'était un massacre épouvantable. Mon épouse a reçu des coups sur la tête, c'était grave, et son frère a été grièvement blessé également. L'ordre était donné aux militaires de ne faire usage de leurs armes que s'ils étaient attaqués. C'est très clair. Donc sans tirer un seul coup de feu, vous m'entendez? L'armée n'a pas tiré un seul coup de feu à Sétif. Ils font fuir les manifestants. Charles Tillon, ministre de la guerre dans le gouvernement provisoire de Charles de Gaulle et principal dirigeant du Parti communiste français, ordonne aux troupes de rétablir l'ordre. Une chasse sans pitié est livrée contre la population indigène qui se réfugie dans les montagnes, loin des Mechtas qui sont bombardés. Des milliers de musulmans sont arrêtés. Officiellement, les autorités françaises estiment que le drame aurait fait 123 victimes européennes et 1500 victimes musulmanes. Voilà, c'était un extrait de La valise ou le cercueil. C'est l'Algérie de 1830 à nos jours, et je vous conseille bien évidemment de le regarder. 1954, l'Algérie, la situation globalement? Alors, 1954, c'est aussi la montée d'une nouvelle génération qui a été formée par la France, notamment avec une élite musulmane comme Ferratabas. Quand on voit effectivement... Alors, il y a des ouvrages quand même qui sont intéressants de feuilleter pour bien comprendre cette période-là. Est-ce qu'on les trouve encore? Parce que alors bien oui, de feuilleter, mais si on les trouve pas... ce sont des ouvrages que nous rééditons
Donc le livre d'or de l'Algérie 1937 oui, superbe, je connais. est un wouzou avant l'heure, et notamment on y trouve la biographie de Ferhat Abbas. Mais quand on voit le cursus universitaire qu'a eu Ferhat Abbas, beaucoup de Français de l'époque auraient aimé pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Donc en fait, il y a eu cette élite qu'on a formée qui a voulu accéder au poste et au poste suprême avec, quand les gens sont très ambitieux, la volonté de devenir peut-être le premier président d'une république algérienne qui n'avait jamais existé auparavant. Mais l'Algérie française aussi de cette époque, c'est aussi une masse colossale d'anciens combattants, puisque entre les guerres 14-18 et 39-45, plus de 400 000 Français musulmans sont venus se battre en métropole pour défendre la mère patrie, aux côtés d'à peu près 250 000 à 300 000 pieds noirs. Tout le monde se souvient du débarquement de Provence, dont la commémoration a eu lieu récemment. Voilà, on va regarder, si vous voulez bien, encore un extrait de la valise ou le cercueil pour illustrer toujours les massacres des Français musulmans et puis aussi les forces en présence, 5 000 gendarmes pour 9 millions d'habitants, c'est ça? Il y a très peu de forces de gendarmerie et de l'armée en Algérie au 1er novembre 1954. À peu près 5 000 gendarmes pour 9 millions d'habitants, c'est quand même pas grand-chose. Et à peu près 80 000 hommes de troupes. Il ne faut pas oublier qu'on sort de la guerre d'Indochine, que beaucoup de Français de l'armée sont encore en métropole. Alors, on se retrouve dans quelques instants et tout de suite vos témoignages après cet extrait de film. Alors que la guerre d'Indochine vient juste de se terminer, le 1er novembre 1954, des maquisards du FLN déclenchent de nombreux attentats dans diverses régions de l'Algérie. Plusieurs soldats et civils sont tués. Parmi les premières victimes, un jeune homme, François Laurent, qui est assassiné alors que dans un acte héroïque, il venait avertir vers minuit la gendarmerie de Cassaigne, près de Mostaganem, d'une attaque terroriste. Dans les Aurès, un car est arrêté. Il transporte un jeune couple d'instituteurs récemment arrivés de métropole, Guy et Janine Monnereau. Les terroristes les font descendre, ainsi qu'un caïd, Hadj Sadok, qui, en voulant s'interposer, est froidement abattu. Il en sera de même pour Guy Monnereau. Son épouse, grièvement blessée sur le bord de la route, sera secourue. Voilà pour ce nouvel extrait. Alors, le FLN, au 1er novembre 1954, c'est quoi? Ce sont combien de personnes? C'est très peu de monde, à peu près 800 personnes réparties, qui décident, en se répartissant sur l'ensemble du territoire algérien, de faire à peu près une trentaine d'attentats, comme on l'a vu dans les extraits du film La valise ou le cercueil. Mais c'est surtout un tout petit groupe décidé à pratiquer la technique du terrorisme et à essayer de contraindre la grosse masse de la population, et principalement les Français musulmans, puisque ce sont eux qui sont l'enjeu principal de cette action. Il faut dire aussi que ce terrorisme minoritaire n'a pu être possible que grâce à des soutiens extérieurs, et notamment au soutien des pays communistes et des pays de langue arabe, notamment l'Égypte. On va, avant de reparler d'histoire, essayer de voir comment on vit ce 1er novembre 1954. Madame Attard, Monsieur Pietri, vous êtes des témoins de cette époque, vous êtes des jeunes gens, bien évidemment. Madame Attard, vous avez une vingtaine d'années, oui. Vous vivez dans une très belle ville. Très belle ville. Qui s'appelle Bonn. Qui s'appelle Bonn, qui a des plages merveilleuses, un cours Bertagna où tous les jeunes se réunissaient. Mais nous n'avions pas du tout l'impression qu'il allait se passer quelque chose d'aussi grave. Moi, j'étais enseignante, j'allais dans les quartiers arabes, enseigner dans des écoles arabes, en toute confiance. Nous continuions à aller au marché, sans problème. Nous n'avions pas cette crainte. Et puis, cet événement est arrivé et nous en avons tous été surpris, Français comme indigènes. On ne s'attendait pas à ça. Et ce qui nous a surtout bouleversés, c'est de savoir que des enseignants,
qui étaient venus, de jeunes instituteurs, qui étaient venus pour apprendre aux petits Arabes de la montagne le français. Monsieur et Madame Monroe, pour ne pas les citer. Monsieur et Madame Monroe ont été assassinés sur la route alors qu'ils se rendaient à leur travail. Et donc en fait, on les descend du car. On les descend du car, et il y a quelque chose de merveilleux qu'il faut citer, c'est que dans le car, il y avait un Hajj, une personnalité arabe très importante, qui a demandé à ce qu'on ne tue pas les Français. Il implorait en disant, ils sont venus pour apprendre à nos petits, à nos petits-enfants, pour apprendre à écrire, à compter, à lire. Il ne faut pas les tuer. Et lui, le premier, a été abattu. Il est descendu avec les 2 autres Français. Monsieur Monroe a été tué. Sa femme a été blessée grièvement, violentée, avant que les secours n'arrivent. Et les autres, dans le car, n'ont pas eu de soucis. En fait, on se demande même si ce n'était pas prévu et s'ils n'avaient pas été avertis de cet attentat, puisque c'était vraiment les 2 Français et le Hajj qui a voulu les défendre. Est-ce que vous vous souvenez de ce 1er novembre? Pour vous, c'est la fête de la Toussaint? Oui. Bon, si vous voulez, c'était vraiment un jour de recueillement pour tout le monde. La Toussaint, les morts, voilà. Mais c'est un jour en plus où je n'allais pas en classe, c'était un jour férié. Nous l'avons su le soir par la radio. Et n'importe quelle communauté a été bouleversée. On ne s'y attendait pas et tout le monde s'est dit, attention, c'est un point de départ. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment est-ce qu'on va vivre maintenant? C'est-à-dire que vous avez eu l'inquiétude dès le soir, vous avez pris l'ampleur de ce qui se passait. Oui, parce qu'on s'est dit, ça peut donc maintenant arriver n'importe où, n'importe quand. Mais il y avait eu des précédents pourtant. Voilà, mais là c'était dans un car. C'était vraiment quelque chose qui arrivait pour la première fois. C'était voulu, on ne s'y attendait pas, voilà. On ne s'y attendait pas et ça a bouleversé tout le monde. Xavier Pietri, vous êtes un jeune homme en 1954, vous êtes toujours un jeune homme, donc vous l'étiez déjà en 1954. Et comment vivez-vous? Est-ce que vous avez le même sentiment que Mme Attard, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose? Non, parce que l'éloignement avait atténué l'importance et que nous avions un petit peu, disons, l'habitude de certains forfaits qui se faisaient de temps en temps, notamment en Kabylie, que j'ai connu à fond parce que j'ai fait une enquête pour l'ONU, la FAO, une enquête sur l'agriculture algérienne et j'étais donc dirigeant d'une petite équipe et nous nous répartissions en Kabylie. C'est là que j'ai d'ailleurs connu, enfin de très loin, Krim Belkacem, qui, à côté de l'école d'agriculture des Méchtras, dont le directeur était marié d'ailleurs avec une berbère, avec une kabyle, et avait des enfants, m'avait montré ce personnage et pour moi, je n'avais pas fait de liaison entre l'attentat dont vient de parler Madame et ce qui risquait de nous arriver. Pour moi, c'était très estompé. Alors, et j'avais confiance ajoutons que vous n'êtes pas dans les départements d'Algérie, vous êtes à Paris à ce moment-là. Moi, je suis à Alger. Et donc, Alger. Je suis à Alger. Et donc, j'avais aucune inquiétude, parce que je pensais que c'était très local, comme ça pouvait arriver de temps en temps, lorsque, par exemple, il y avait un garde forestier qui était tué parce qu'il empêchait l'abattage clandestin dans les forêts. Donc, nous n'avons pas mesuré du tout, et nous avions surtout confiance. Je suis un fils d'officier, et donc qui était dans les affaires indigènes, et pour moi, j'avais une conscience, mais vraiment une confiance absolue dans la population musulmane, dans la population indigène, et je n'envisageais pas qu'un jour ou l'autre, ça prenne cette dimension. Est-ce que, Madame Attard, vous n'êtes pas plus sensibilisée à cela? Parce que, premièrement, vous êtes dans votre père est maire adjoint, je crois. Il est un commerçant très, très connu, très estimé d'ailleurs, qui travaille avec l'ensemble des communautés, comme on le fait naturellement à l'époque. Donc peut-être qu'on est plus sensibilisé parce qu'on est plus informé, plus au courant, plus à l'écoute. Oui, parce que moi, je me souviens
vous savez, à l'époque, il y avait ce que l'on appelait les petits cireurs Expliquez-moi. qui venaient les chaussures. autour des gens pour gagner un peu d'argent. Et nous, mon père avait un magasin sur le cours Bertagna, donc en plein centre, et il y avait beaucoup de petits cireurs qui essayaient de gagner un peu d'argent. Et 2 ou 3 fois, je me souviens qu'ils sont venus dire à mon père, « Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Va ailleurs, va dans la famille, mais tu ne rentres pas. » Et on se demandait bien pourquoi, mais si, on avait compris. Des villas ou des magasins allaient sauter, et ils ne voulaient pas que mon père risque d'être blessé. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, parce qu'il venait lui dire, « Attention, ce soir, tu ne rentres pas chez toi. » Monsieur Pietri, quand on est à Alger et qu'on a 20 ans, le 1er novembre 1954, comment s'organise la vie? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en réalité, j'ai continué, moi, mes activités, parce que... Vous étiez étudiant, vous étiez... Non, je commençais une activité commerciale agricole. Je visitais les colons, et dont on a dit que c'était eux les principaux responsables. Je donnerai simplement un chiffre, parce que j'ai commencé ma carrière dans l'administration française, notamment dans le service de l'arboriculture. Mais il y avait, si les chiffres restent encore dans mon esprit, 22 000 colons sur 1 million et quelques de Français d'Algérie. Donc on s'est empressé, bien sûr, de mettre en exergue ces gens-là, dont la plupart étaient des gens exceptionnels d'ailleurs, et on s'est gardé de comparer l'agriculture française avec l'agriculture algérienne et avec ses paramètres, notamment ses paramètres météorologiques. Il y avait quelques rares colons qui avaient 1000 ou 2000 hectares. Il faut savoir, tout de suite je le dis, que c'était l'équivalent dans la Beauce, dans la Brie ou dans l'Aisne de 100 hectares de terre en France. Et donc on a mis ça, le chiffre a ébloui tout le monde et ça a servi de plateforme pour commencer à nous déstabiliser et à faire de la désinformation. Madame Attard, alors à l'époque, au 1er novembre 1954, celui qui sera votre époux, le reporter du journal L'Aurore, bien connu, René Attard, ce n'est pas encore votre époux. Peut-être que vous le connaissez à l'époque ou pas? Oui. Mais justement, j'étais doublement inquiète parce que mon père était... j'avais toujours peur qu'il soit là où il y avait des attentats, donc je téléphonais. Il n'y avait pas de portable à l'époque, donc on téléphonait. Et puis, mon futur mari allait sur place, parce qu'il était déjà correspondant d'Écho d'Oran et de L'Aurore, donc il faisait des papiers et il se rendait sur place. Et plusieurs fois, la voiture des 2 journalistes, il y avait Roland Apaldo et mon mari, ont été mitraillés. Et ils ont échappé, mais c'était leur travail. Hein. Donc, si vous voulez... mais je ne voudrais pas dire qu'on vivait avec cette crainte tout le temps. C'est pas vrai. Moi, j'enseignais, on continuait à fréquenter n'importe... que ce soit les indigènes, les Français, on sortait ensemble. Il n'y avait pas de différence. On a continué, malgré l'attentat, à vivre ensemble, à être bien ensemble, et personne ne se doutait qu'un jour, on allait se considérer comme des ennemis. Le FLN évite les batailles rangées et s'en tient à des massacres de civils, essentiellement des musulmans, favorables à la France. Le 20 août 1955, dans tout le Constantinois, des groupes d'émeutiers se soulèvent. À El Alia vivent paisiblement ensemble 130 Européens et 2000 musulmans. Alors que ces hommes travaillent à la mine de pyrite, vers midi, des felagas dirigés par Zigout Youssef envahissent le village. Les femmes préparent le repas, les enfants sont dans leur chambre à cause de la chaleur, et les hommes vont rentrer de leur travail. Le moment est bien choisi. Ils opèrent avec un synchronisme remarquable et c'est un inqualifiable carnage. Ils pénètrent dans les maisons pour tuer. Ces familles sont pratiquement toutes exterminées. Les rebelles saccagent, dévalisent, violent femmes et fillettes avant de leur ouvrir le ventre vivantes devant les hommes qui seront ensuite assassinés.
À Mélouza, 315 musulmans sont assassinés à la hache, à la pioche et au couteau. Quand est-ce que réellement, concrètement, vous pouvez historiquement dater le moment où vous êtes dit ce terrorisme-là, alors il va me toucher, il va m'atteindre, que vous soyez à Bonn, soyez à Alger. À quel moment? Oui, moi je pense que c'est au moment où tous les attentats, après 58, vous savez, il fallait continuer à vivre. Hein. Je vous dis, on allait faire nos courses, on allait dans les quartiers arabes, on allait... Moi, j'enseignais souvent dans des quartiers arabes. J'y allais, mais je ne me sentais pas non plus tout le temps en danger. Mais il y avait quand même... moi, je veux dire, personnellement, je l'ai vécu quand j'ai assisté à... c'était en 58, exactement. J'étais enceinte de ma fille. Et nous étions en voiture derrière un car, et en plein centre de la ville, et une grenade a été lancée dans le car. Et donc, on s'est arrêtés. Mon mari et moi, nous avons vu des blessés. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai sorti avec mon mari une femme terriblement blessée, je me suis dit, ça y est, ça peut arriver n'importe quand, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, c'est fini. On ne pourra plus. Monsieur Pietri, même question. À quel moment? 58 pour Madame Attard. Attard. Nous, ça a commencé, j'ai eu la puce à l'oreille, si on peut dire, lorsque le général de Gaulle est arrivé au Forum à Alger. Et j'avais un colon que je connaissais bien à côté de moi, et moi j'étais enthousiasmé, car j'ai quelques lettres de noblesse sur le plan des partisans de Gaulle. J'ai mon cousin Germain, qui était lieutenant aviateur, pilote de chasse, qui a à la barbe des Allemands et des Italiens, des commissions d'armistice, qui a réussi à enlever un chasseur, faire étape à Gibraltar et rejoindre Londres. Et mon père, qui était officier de carrière, avait fait parce qu'il était très, très lettré en arabe, il parlait l'arabe dialectal couramment, ainsi que l'arabe littéraire, qu'il écrivait aussi vite que le français. Eh bien, il avait été condamné parce qu'il avait fait à ses troupes de Spahi un petit discours qu'on lui avait demandé et qu'il avait fait en faveur de Gaulle. Donc nous étions particulièrement ouverts et favorables, réceptifs à cet homme. Et ce colon m'a dit, vous ne connaissez pas la stature de cet homme et vous êtes en train de partir dans la mauvaise direction, vous serez déçus comme tout le monde. J'étais très étonné et je me suis dit, mais que se passe-t-il? Quel est cet homme? Et ce ami m'a dit, attention, c'est un menteur qui utilise le mensonge pour conditionner les masses et donc faire croire que c'est lui qui a raison dans sa conception. Merci beaucoup pour ces témoignages. On se retrouve dans quelques instants avec des nouveaux témoignages sur ce 1er novembre 1954 de la Toussaint Rouge. Brave symbole de courage, pied droit, reflet de volonté. Nous nous retrouvons toujours dans cette émission au Forum consacrée à ce 1er novembre 1954. Nous avons écouté les premiers témoignages, notamment celui de Colette Attard, ce témoignage qu'on peut retrouver dans un film de Marion Pilas et Frédéric Biamonti intitulé « La mère patrie ». Le retour des Français d'Algérie. On va entendre dans quelques instants, cette fois-ci, les témoignages de Patrice Boissy et de Didier Béoutis. Mais avant cela, il y a une chose qui m'a interpellé, comme on dit maintenant, c'est le fait que de la relation entre les communautés. On est en 1954 toujours. Comment se font ces relations? Ça a l'impression que tout va bien, mais il y avait quand même bien des crimes de sang, des règlements de compte entre communautés. Alors tout à l'heure, je citais le chiffre de 5000 gendarmes en 1954. En fait, il y avait très peu de crimes de sang entre communautés, entre juifs, arabes ou catholiques ou européens. Les crimes de sang étaient comme en France, entre espagnols, italiens, parce que l'un avait regardé un peu de travers sa femme, ou etc. Donc en fait, il y avait très peu il y a eu très peu, quand on regarde la presse de l'époque, il y a très peu de crimes de sang intercommunautaires. Patrice Boissy,
Bonsoir, vous êtes administrateur d'une importante association Secours de France, importante et qui fait un gros travail. Vous êtes en Algérie à ce moment-là, en 1954, 1er novembre? Non, je suis parisien. Vous êtes parisien, vous êtes jeune parisien? J'ai même pas 18 ans. Et qu'est-ce qu'on fait à Paris quand on n'a pas 18 ans? On prépare, on a passé son bac, on prépare une licence de droit ou Sciences Po, mais j'avais quand même une famille assez sensibilisée par la chose militaire, un grand-père qui avait été compagnon de Gallieni, pour reprendre votre présentation de tout à l'heure. Et puis moi, j'étais dans les cadets de Rhin et Danube, qui était une sorte d'organisation militaire, très proche militaire, pas du tout paramilitaire, hein, mais le maréchal de Lattre avait absolument voulu qu'il y ait une espèce de formation armée-jeunesse. Et j'ai encore quelques camarades qui ont fait comme moi pendant plusieurs années, où on allait en Allemagne passer nos vacances, dans les troupes qui se passaient là-bas. Donc j'étais très sensibilisé par tout ça. Donc très milli, comme on dirait. Un peu milli, un peu catho. Non, j'étais protestant à l'origine. Protestant. Mais c'est pas grave. Hein. On peut être protestant et très catho. Et donc, ce qui s'est passé le 1er novembre, c'est effectivement la lecture d'un journal, peut-être Le Figaro, je sais pas quoi, et on voit donc série d'attentats. Dites l'Aurore pour M. Attard, ça sera plus. L'Aurore aussi, oui. Et donc à ce moment-là, on est extraordinairement surpris quand même de ce qui s'est passé, et on s'aperçoit de la concomitance de tout ça. C'est ça qui nous frappe. Hein, Ce que vous voulez me dire, je vous coupe, oui. Ça veut dire que le 1er novembre 1954, très vite en métropole, on est informé de ce qui s'est déroulé dans les départements. Oui, c'est le journal du matin. Hein. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, ou très peu. Hein. Donc, le journal du matin, c'est effectivement l'Aurore, le Parisien, et on voit donc ces attentats. Et ça, on est extraordinairement surpris et affecté. Il faut dire que quelques mois avant, on annonce l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, que quelques mois avant, il s'est passé Dien Bien Phu, qui nous a tenus en haleine. Les jeunes, on était extrêmement sensibilisants, on était manifestés aussi à l'Arc de Triomphe au moment de Dien Bien Phu. Et donc, on est quand même très, très sensibilisés à ça. Mais on n'imagine pas. Et puis, on voit quelques articles qui sortent qui parlent d'un front de libération nationale quelque part au Caire et qui réclame l'indépendance. Et on se dit, mais c'est pas possible. Après l'Indochine, le Maroc, la Tunisie... Et les pouvoirs publics, on entend nos ministres, on entend M. Mitterrand qui dit la négociation, pour nous, c'est la guerre. Et donc le président du Conseil dit mais l'Algérie, c'est 3 départements français, ça n'a rien à voir avec le Maroc et la Tunisie. Donc on part quand même sur cette idée-là et on reste extrêmement confiant dans tout ça et on se dit bon l'armée va remettre de l'ordre dans cette affaire. Voilà. J'ai posé la question à M. Pietri et à Mme Attard. Je vous pose la même question, puisque vous avez vécu ces moments-là. Quel est le moment où vous vous êtes dit, cette fois-ci, c'est mal barré, si vous me permettez l'expression? Alors, je m'en suis aperçu bien avant de partir en Algérie. Je m'en suis aperçu dès 1955, en fait. Dès qu'on commence à voir les attentats violents, vraiment la brutalité, parce que finalement, ce qui s'est passé en 1954, d'après ce qu'on a pu voir, on a vu la simultanéité de ces attentats, mais ils n'ont pas fait tellement de morts. C'était ça faisait beaucoup plus de bruit que de mal. Par contre, après, quand on a vu s'étendre tout ça, et qu'on a vu qu'on n'arrivait pas dans les Aurès à liquider les bandes, et qu'on a vu que ça s'étendait, et vu de Paris, hein, peut-être que vu localement, en Algérie même, on s'en rendait moins compte, mais de Paris, on se rendait bien compte qu'il y avait une extension, j'allais dire, du domaine de la lutte. Est-ce que dans le milieu estudiantin que vous évoquez, qui est le vôtre à ce moment-là, quel est le sentiment? Pour faire simple, est-ce qu'on est à gauche et Il y en a beaucoup à gauche, parce qu'on a quand même les grandes voix qui travaillent, hein, M. François Mauriac, Albert Camus, et qui disent, et même je me souviens d'un texte de Germaine Tillon, qui dit il faut faire de grandes réformes. On ne parle pas d'indépendance. C'est ces gens-là non plus. On dit il faut faire des grandes réformes, sinon on va pour éviter le pire. Je me souviens très bien de cette formule. Pour éviter le pire, faisons de grandes réformes en Algérie. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'indépendance. Donc, alors chez les étudiants, on a effectivement
des discussions qui ne cessent pas. D'ailleurs, je me souviens très bien que dans ma première année de Sciences Po, nous avions avec nous d'ailleurs notre ami Gomez, qui a fait une grande carrière ensuite d'industriel, qui est d'origine pied-noir. Et quand il voyait les communistes qui naturellement luttaient pour le FLN à l'époque, il disait « mais nous n'avons avec vous que des rapports de force ». Donc après ça, il a évolué. Mais donc, on n'avait pas du tout... On avait des groupes, si vous voulez, qui s'étaient constitués. Il y avait les groupes de pro-Algérie française, et ça, très rapidement, dès 1955. Didier Béautis, je vais revenir à vous dans quelques instants, mais alors je crois que vous avez un mois, 1er novembre 1954. Je n'ai pas 2 mois, puisque je suis né le 5 septembre 1954. Voilà, alors on va plutôt poser la question à Bernard. Là, je me surprends parce que ce n'était pas prévu. Mais vous, Bernard, vous avez vécu ces événements-là? Alors moi, j'avais 7 ans, j'étais à Alger, à Bab el Oued. Bab el Oued, Alger, c'est quoi? C'est un quartier, Bab el Oued, c'est le quartier populaire. Ah, voilà. C'est le quartier très populaire d'Alger, où il y a à la fois des Français, des Espagnols, des Italiens. C'est un quartier très coloré, bon, qui a donné la fameuse langue un peu originale de l'Algérie, le pataouet. Et en fait, comme l'ont dit précédemment Colette Attard, Xavier Pietri, je crois que les familles rapatriées de l'époque se rendent pas compte, enfin les familles pieds-noirs, pardon, de l'époque, se rendent pas compte de ce qui se passe. Il a fallu attendre les premiers signes réels du terrorisme. Ça a été pour nous 1956, la bataille d'Alger. Alors là, on a vu effectivement descendre dans la rue les gens excédés de ces attentats contre les civils qui frappaient n'importe qui. Tout à l'heure, Colette parlait d'un tram. Nous aussi, on a été dans un tram où un terroriste a lancé une grenade, une bombe explosée aux Galeries de France, etc. C'est ce terrorisme aveugle qui a surexcité la population et qui s'est déchaîné à ce moment-là, il faut dire assez violemment, pour essayer de montrer qu'elle était prête à tout pour assurer sa survie. Didier Béautis, vous êtes président du Cercle Tocqueville, vous êtes aussi représentant de l'UNC, de l'Union nationale des combattants. Alors, vous n'avez pas vécu ce 1er novembre 1954. Ce qui est peut-être intéressant avec vous, c'est de voir le regard des personnes qui n'ont pas connu cette époque, mais qui, bien évidemment, l'ont étudié et l'ont vécu à travers les autres. Ce 1er novembre 1954, vous le situez-vous comme un acte fondateur du terrorisme, de la fin de l'Algérie française? Complètement. Complètement. Moi j'ai des souvenirs, évidemment, en 1954, je n'avais que je naissais. Je suis né entre Dien Bien Phu et la Toussaint Rouge, ce qui m'a peut-être prédestiné ensuite à m'intéresser à ces questions. Mais j'ai des souvenirs enfants des années 60, 61, 62. Alors, je n'avais dans ma famille aucun antécédent colonial. Mais j'ai un oncle qui a été appelé à partir de janvier 1960, qui a fait 27 mois de service militaire en Algérie. Donc j'avais conscience, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, du drame qui se passait là-bas. Et régulièrement, ma grand-mère nous disait « Nous avons une lettre de Philippe », et je sentais une certaine inquiétude. Alors, autre souvenir, en 62, mon père, qui était un fervent électeur gaulliste, arrive le soir avec le journal et dit « Salan est arrêté ». Évidemment, je ne savais pas qui était Salan. J'ai demandé des explications. Et puis deux souvenirs de l'année 62, fin d'année scolaire et début de rentrée. Fin d'année scolaire 62, évidemment, comme à chaque année, on ne fait pas tout le programme, notamment en histoire et en géographie. Et l'instituteur de l'école publique que je fréquentais au Mans nous dit écoutez, on va feuilleter les chapitres d'histoire et géographie que vous n'avez pas étudiés. Alors, à grands traits, il nous montre la fin du programme d'histoire et puis la fin du programme de géographie. Et on arrive à l'Algérie. Ah oui, on n'a pas eu le temps de faire l'Algérie, mais c'est pas grave, dans 3 jours, ils sont indépendants. Alors là, ça m'a quand même un petit peu remué. Et le soir, à la maison, j'ai demandé à mon père des explications. Et puis, un dernier souvenir, c'est la rentrée 62. Il y a un certain nombre de rapatriés qui viennent au Mans, bien entendu, et qui viennent à l'école publique. Et je me souviens de 2 camarades. L'un s'appelait Jean-François Solaire
et l'autre s'appelait Saïd Belkaïd. Donc ils arrivaient, on accueille Jean-François Soler et Saïd Belkaïd, qui sont des camarades tout à fait gentils, un peu expansifs, mais on ne fait pas de différence entre Soler et Belkaïd. C'est tous les deux des gens qui viennent d'Algérie, qui s'intègrent parfaitement avec les autres camarades, mais on ne fait pas de différence. Voilà, ce sont des Français comme nous qui viennent du Sud. Quand vous êtes à Secours de France, vous êtes à l'UNC, quand vous voyez qu'il y a eu de nombreuses personnalités qui se sont révoltées contre ce terrorisme, et pas des moindres, hein. Vous avez évoqué Soustelle, on peut en évoquer d'autres. Alors on peut évoquer le professeur Maurice Allais, par exemple, prix Nobel d'économie, Georges Bidault, qui a été le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance française. Bon, Jacques Soustelle, compagnon de la Libération. Georges Bidault, compagnon de la Libération. Du côté de l'UNC, le comte Horace Savelli, compagnon de la Libération aussi. Bon, on pourrait en citer des centaines qui ont été effectivement, comme ça a été souligné tout à l'heure... Élie de Saint-Marc. Élie de Saint-Marc, par exemple. Voilà, le texte lu par Jean Piat. Formidable, Élie de Saint-Marc, formidable, Jean Piat, tout aussi formidable, que dire à un jeune de 20 ans. Je rebondis, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous dites à vos combattants, qu'est-ce que vous dites à vos membres d'associations, qui est responsable, vous leur dites quoi? Non, d'abord il faut être fier. Je pense qu'on leur dit que ce sont des combattants comme les autres. Et le combat de l'UNC, ça a été longtemps de faire obtenir aux combattants d'Algérie, de ce qui n'était pas encore la guerre, mais ce qui étaient les événements de maintien de l'ordre, les mêmes avantages en matière de reconnaissance et de réparation que leurs aînés, leurs glorieux aînés de la Grande Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Et vous, qu'est-ce que vous dites aux membres de Secours de France qui ont vécu cela? Vous leur dites quoi? Tous les membres de Secours de France, ils sont passés, hein, ils sont d'anciens officiers. On a tous notre tradition là-dedans, c'est ce qui fait l'unité. Quel enseignement vous tirez de tout cela, en fait? Pour les années à venir ou pour le passé? Pour le passé. Pour le passé, ça a été fait d'une manière invraisemblable. Et moi, de retour d'Algérie, parce que je suis revenu en 62, après un an et demi de parachutiste là-bas, donc ça veut dire, ayant connu la guerre, puis l'après-guerre avec ce que ça impliquait, quand je suis revenu et que je retrouvais le job civil que j'avais à l'arrivée, eh bien, j'ai rencontré un homme de gauche qui dirigeait le journal dans lequel je travaillais à l'époque et qui m'a dit, de toute manière, il fallait y passer, mais on aurait pu le faire d'une autre manière. Ça résume beaucoup de choses. On va recentrer sur le terrorisme et pour cela, on va accueillir dans quelques instants une réalisatrice qui s'est intéressée à cette guerre d'Algérie, à la guerre d'Indochine aussi, mais à la guerre d'Algérie. On va la recevoir dans quelques instants. Merci. Et il y a eu comme un choc, plutôt comme un souffle, qui m'a projetée et je me suis retrouvée sur le trottoir. À côté de moi, il y avait une petite fille et je me suis penchée. Elle était beaucoup plus jeune que moi encore. Et elle avait ses jambes, enfin ses jambes n'existaient plus. J'étais très lucide à l'époque, en plus j'étais une gamine, j'avais à peine 10 ans. Et pourtant je me rendais compte, tiens c'est une bombe qui vient d'exploser. Alors c'est un attentat dont les adultes parlent en ce moment. Pour moi c'était tellement abstrait tout d'un coup, ça m'atteignait moi, j'étais au centre de l'événement, mais c'était complètement surréaliste. Je me sentais déconnectée de la réalité. J'avais le bras complètement sectionné, bien sûr, qui tenait que par un lambeau de peau. On ne guérit pas physiquement de toute façon, parce que quand on est mutilé d'un membre, bien, on le reste, hein, ça ne repousse pas comme les branches sur les arbres. Et mutilé dans l'âme aussi. Au Forum des Rapatriés, cette émission consacrée cette journée au 1er novembre 1954 aux événements terroristes qui se déroulent en Algérie. Marcella Ferraru, vous êtes réalisatrice franco-roumaine
Et vous vous êtes intéressé à deux périodes de l'histoire de la France, l'Indochine, à travers un film intitulé Face à la mort, avec des témoignages bouleversants des prisonniers de Chimine. Alors, ce n'est pas pour cela que vous êtes venu, mais je crois qu'il était important quand même de le signaler. Mais pour deux autres films que vous avez consacrés cette fois-ci à l'Algérie, notamment le premier, Harki, Histoire d'un abandon. Comment, quand on est franco-roumaine, arrive-t-on à s'intéresser à ces deux guerres, et notamment celle d'Algérie? C'est une question qu'on me pose toujours. En fait, c'est un projet qui appartient au Secours de France. C'est Secours de France qui voulait faire un film sur Harki, qui m'a proposé de le faire parce que j'avais déjà fait avec eux Face à la mort. Et donc, je suis partie un peu de zéro. Je ne connaissais rien sur le sujet et c'est mon grand avantage, je veux dire, parce qu'en France, tout le monde a déjà des idées reçues sur la question. Marcella, permettez-moi de vous couper, mais moi, si demain vous me disiez je vais faire un film sur la choucroute à Strasbourg, vous répondriez non. Donc il y avait bien une raison de vous intéresser à cela. Il y avait. Donc, le cœur a parlé. Oui, je suis réalisatrice de films historiques. Donc j'ai travaillé sur la Première Guerre mondiale, j'avais déjà travaillé sur la guerre d'Indochine. Je m'intéresse évidemment à l'histoire récente et surtout je m'intéresse beaucoup, vu que je viens d'un pays ancien pays communiste, je m'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé pendant cette période, fin des années 40, les années 50, les années 60, parce que c'est des années terribles pour les pays de l'Est aussi, pour la Roumanie aussi, et vous allez voir, il y a des liens. Il y a des liens. Quand vous vous êtes intéressé à cette période-là, vous me l'avez dit à l'instant, vous étiez comme un sol vierge, vous n'aviez pas d'a priori, pas de présupposés. Tout ce que je savais, c'est ce qu'on avait appris à l'école en Roumanie, c'est que l'Algérie, c'est un pays socialiste, pays frère, pays où les enseignants roumains allaient donner des cours à des étudiants. Donc ça, c'était dans les années 60, les années 70 déjà. Donc c'est tout ce que je savais. Et j'ai découvert des choses qui, pour moi, étaient absolument incroyables, des choses que je ne savais pas. Donc, en partant de zéro, d'abord, je voulais savoir qu'est-ce que c'est ce pays. Et j'ai découvert que c'est un pays qui s'est construit au fil des siècles par des arrivées successives de populations. Ce n'est pas un pays qui appartient à quelqu'un, c'est un pays qui s'est construit à travers des populations qui sont arrivées sur cette terre. À l'arrivée des Français, par exemple, le pays tel quel, qu'on conçoit aujourd'hui un pays, n'existe pas. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas un nom. Il faut bien savoir qu'à l'époque antique, c'est un pays plutôt chrétien parce qu'il y a Saint-Augustin qui vit là-bas. Il y a des Juifs qui sont depuis 2000 ans qui vivent là-bas. Il y a les Numides, les premiers habitants de l'Algérie. Et puis, il y a des populations qui arrivent de l'Empire romain, de l'Empire ottoman, les Arabes qui arrivent fin du premier millénaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est un pays qui appartient à quelqu'un. Et c'est juste la France qui arrive en 1830 et qui s'impose à une population qui était déjà constituée en État. Ça, c'est pour moi la première grande découverte. La deuxième découverte, c'est que tout ce qui se passe dans les années 50 se superpose d'une certaine manière avec ce qui se passe dans les pays de l'Est. Et il faut regarder tout ça dans l'intégralité de ce qui se passe au monde. Il y a déjà la guerre froide, il y a déjà la confrontation entre l'Union soviétique et le bloc occidental. Il y a l'Union soviétique qui essaye d'exfiltrer les anciens pouvoirs coloniaux de leur colonie pour se mettre à leur place. Et ça, c'est assez évident parce que, évidemment, il y a les mouvements des peuples qui veulent gagner l'indépendance, les peuples de ces colonies, mais derrière, on trouve toujours la trace de l'Union soviétique. Les années 50, 1954, par exemple, c'est en Roumanie une année meurtrière justement parce que l'Union soviétique essaye d'imposer le communisme chez nous. Quand ils sont arrivés en Roumanie, il y avait 900 communistes. Donc, par le terrorisme aussi. Et si on fait des parallèles, on se rend compte que tout ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large. Ce n'est pas juste quelques petits attentats avec lesquels on déclenche la guerre d'Algérie qui se termine en 1962 avec l'indépendance et le départ des Français. C'est un projet plus vaste. Beaucoup plus vaste. En tout cas, c'est ma théorie et en travaillant là-dessus, je pense que j'ai raison. Je crois aussi. Mémoire de femme, ça aussi, c'était important de regarder la guerre d'Algérie
à travers le regard des femmes, parce que ce fut aussi l'affaire des femmes, comme on l'a vu avec Colette Atlas. C'est la suite logique du film sur les harkis. En travaillant sur le film sur les harkis, j'ai parlé avec beaucoup de femmes de harkis, bien sûr, mais aussi des MC, équipes médico-sociales itinérantes. J'ai rencontré des femmes pieds noirs qui sont engagées dans leur combat pour leur pays, c'était leur pays évidemment. Et donc je me suis dit que ça mérite un regard de plus près parce que c'est étonnant ce que je vais vous dire, mais les femmes en Algérie ont eu le maximum de droits pendant la présence française. Avec le décret de 59 de Gaulle qui donne le droit de vote aux femmes, qui interdit le mariage des filles prépubères, qui interdit le mariage sans consentement, donc qui fixe une âge de limite de mariage à 15 ans. Donc le maximum de droits, c'est pendant en fait la présence française, mais surtout pendant la guerre d'Algérie. En 62, les femmes algériennes, elles ont peut-être gagné l'indépendance, mais elles ont perdu leur liberté. En vous écoutant, Marcella Ferrer, on a l'impression que vous nous parlez d'une population qui, en fait, ne voulait pas cela. Et pourtant, c'est bien ça qu'elle voulait. Elle voulait l'indépendance, majoritairement, cette population. Ça, c'est une grande question et je pense qu'on n'a pas encore la réponse. Moi, j'ai l'expérience de comment on a falsifié l'histoire en Roumanie. Et j'ai découvert qu'on n'est pas loin non plus, ici en France, de falsifier certaines réalités. Vous avez interrogé les femmes arabes? Oui, bien sûr. Dans le film sur les femmes, il y a des femmes arabes, des femmes juives, des femmes pieds noirs. Il y a des femmes. Il y a même une combattante FLN. Il y a des femmes des familles nationalistes. Ce qu'elles disent à l'époque, les combattantes du FLN, elles vous disent qu'elles voulaient cette indépendance. Oui, mais c'était une minorité, c'était pas une majorité. La population ne rêvait pas à ce moment-là de l'indépendance. Ils ne savaient pas ce que c'est une nation. La grande partie de la population. Qu'est-ce que c'est une nation où on veut être indépendant ou non? Tout ça, c'est les élites qui ont conçu et qui ont au début par le terrorisme malheureusement, mais qui ont réussi à attirer la population dans leur combat. Donc je pense qu'en 1954, c'est une toute petite minorité qui voulait effectivement l'indépendance de l'Algérie. Quel regard portez-vous sur la Roumanie dont vous nous parlez? Cette Roumanie-là, elle a réussi à s'extraire du communisme, non sans difficulté, non sans à-coups, non sans retour en arrière, mais globalement, elle s'en est extraite. L'Algérie, elle a disparu, elle a donné naissance à autre chose, à une autre forme. Moi, je dis que l'Algérie, regardez, les Français sont partis depuis 50 ans, et l'Algérie, c'est 50 ans de dictature. Je ne peux pas appeler ça une démocratie. Qu'elle est indépendante, très bien, qu'elle essaye de construire quelque chose, très bien, mais je pense que ce n'est pas encore la démocratie qu'on retrouve là-bas. Si vous aviez à garder dans ces deux films que vous avez réalisés, Mémoire de femmes et harkis, un témoignage, celui qui vous a bouleversé le plus, parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé avec le cœur, c'est le cœur qui vous a amené à réaliser ces films-là. Vous me demandez quelque chose d'impossible. J'ai interviewé, j'ai des dizaines d'heures d'interviews que j'ai fait pour chacun des deux films. Chaque témoignage est tellement bouleversant, tellement véridique. Je parle de tout le monde, qu'il s'agit des pieds noirs ou qu'il s'agit des combattantes FLN ou des femmes arabes ou des femmes juives ou des harkis ou des soldats français qui ont vécu ça. C'est impossible de... Chacun de ces témoignages est extraordinaire et très précieux. Parce qu'encore une fois, on est en train de falsifier l'histoire. Ça se fait très simple si on n'a pas accès aux archives sur place. Donc les témoignages, tant que les gens sont encore vivants, il faut les interroger, il faut faire la captation de tous ces témoignages parce que sinon, on ne saura jamais la vérité. Vous vivez toujours avec eux finalement, là. Oui. La façon dont faut acheter les films. Hein. Alors voilà, Mémoire de femmes, guerre d'Algérie, et puis Harkis, histoire d'un abandon. Voilà. De DVD. Je ne sais pas où on les trouve, parce que je parle de tout cela, mais Bernard Colle, à Secours de France peut-être? Les deux au Secours de France. À Secours de France. Voilà, ce sont des productions de Secours de France. Dont on va donner les informations tout à l'heure. Tout à fait. Tout au long de cette émission, vous verrez des produits réalisés par les différentes associations avec lesquelles nous travaillons. D'accord, donc on va en parler. Merci. Merci beaucoup. Juste, restez. Didier Béotis, oui. Quand vous entendez cette notion de terrorisme, cette forme incroyable de terrorisme, est-ce que le regard que vous portez aujourd'hui sur le terrorisme, est-ce que pour vous, ce sont des résonances? Est-ce que vous vous dites que ce que certains ont vécu, ce dont on vient de parler, on peut le revivre
ailleurs, à d'autres moments, sous cette même forme de subversion? Malheureusement, tout à fait. Je pense que les événements d'Algérie nous ont donné une terrible leçon. C'est que le terrorisme aveugle pratiqué par une petite minorité, ça marche. Ça veut dire que ça permet de retourner une population entière. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Français sont fiers de leur domaine colonial. L'exposition coloniale de 1931 de Lyautey est un succès. On est fiers de cette plus grande France. Et puis, lorsque le terrorisme aveugle arrive, lorsque le gouvernement décide d'envoyer le contingent en Algérie, lorsqu'il y a des morts parmi ce contingent, eh bien, la population de métropole lâche. Donc le terrorisme, ça marche. Et il n'est qu'à voir les résultats des deux référendums, le référendum d'autodétermination de 61, le référendum des accords d'Évian de 62. C'est une grande majorité de Français qui approuvent la politique du général de Gaulle. Ça, il ne faut pas le nier. Alors, bien entendu, à partir du moment où l'exemple algérien a prouvé que ça marche, ça peut inciter certains à continuer à pratiquer le terrorisme. Ce sentiment-là, vous l'avez aussi, ce que vient de dire Didier Béautis? Ou est-ce que c'est un regard que la réalisatrice n'a pas? Sur le terrorisme. Vous dites que le terrorisme marche pas. Moi, je l'espère bien que c'est fini avec cette manière d'obtenir quelque chose. En tout cas, on essaye aujourd'hui, on voit bien, je suis journaliste à l'origine, donc je regarde l'actualité et je vois bien ce qui se passe au monde. On sait très bien que le terrorisme peut être au prochain coin de la rue, même là, ici à Paris. Donc, j'espère que ça ne marche plus, parce que sinon... Est-ce qu'on a vécu en métropole notre 1er novembre 1954 sans s'apercevoir? La question du terrorisme... La question est crue, hein? Oui, non, mais la question, est-ce que le terrorisme fonctionne encore aujourd'hui ou peut-on y parer, est une question fondamentale aujourd'hui. Je crois qu'on est tous confrontés à cette question. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau international, d'abord la définition du terrorisme est assez complexe. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? En fait, pour nous, le terrorisme, c'est la volonté d'un tout petit groupe, une minorité, d'accéder au pouvoir par tous les moyens possibles, notamment par la terreur sur la population. Parce que quand la population bascule, elle ne bascule pas forcément de gré. Elle bascule parce qu'il y a des massacres en nombre. En Algérie, il y a eu Melouza, El Alia, Wagram, où ce sont des centaines de personnes. L'enjeu du terrorisme, c'est la population. Il faut faire basculer la population de son côté avec comme finalité l'accès au pouvoir. Il faut avoir ça en tête en permanence, c'est que tous ces hommes-là, tous ceux qui ont décidé de sacrifier volontairement leurs compatriotes, ce sont des gens qui n'ont qu'un seul but, l'accès au pouvoir. Alors, le terrorisme aujourd'hui, en termes internationaux, n'est pas condamné par les instances internationales, parce qu'il n'y a pas de définition encore internationale du terrorisme, mais par contre, le terrorisme contre les populations civiles est considéré comme un crime contre l'humanité. Alors c'est peut-être là la réalité, la parade de la condamnation du terrorisme, c'est cette notion de crime contre l'humanité que nous, Français d'Afrique du Nord, nous mettons en avant pour les crimes que nous avons subis, notamment au moment de l'indépendance de l'Algérie, le massacre des Harkis et les disparus en Algérie. En tout cas, pour moi, excusez-moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, évidemment, quand j'ai travaillé sur la bataille d'Alger, par exemple, que je raconte un peu dans Harkis, c'est, je me suis posé la question, j'essaye toujours, par empathie, de comprendre les agissements de l'autre. Et je me suis dit, comment ils ont vécu ça et pourquoi tout ce qui s'est passé pendant cette bataille d'Alger. Mais je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je pose la question à ceux qui nous regardent. Vous avez des enfants. Disons, il y en a un qui doit rentrer de l'école. Vous entendez qu'il y a un bus qui vient de sauter. Vous courez au coin de la rue voir, c'est peut-être mon enfant. Effectivement, vous le trouvez par terre, le ventre ouvert, en train de mourir. Vous avez un deuxième qui doit arriver de quelque part. Vous demandez, il va mourir peut-être lui aussi. Quel choix vous avez? Comment vous agissez à ce moment-là? Donc, c'est une question sur le terrorisme à se poser, disons, aujourd'hui aussi. On va
poursuivre avec la vie de la communauté, parce que quand on est au forum, eh bien, il y a de la vie, et la vie de la communauté, elle est importante. On va retrouver son actualité et son agenda dans quelques instants. Bernard Colle, restez, parce que vous allez être mis à l'épreuve. Merci. Symbole de courage, pied droit, reflet de volonté. Au forum, c'est la vie de la communauté et donc toute une actualité particulièrement riche, Bernard Colle, tellement riche d'ailleurs que je vous ai demandé de vous y coller, jeu de mots. Alors, première information, il y a une campagne de vérité et justice pour les Français rapatriés. Alors, c'est le ciment qui lie toutes les associations qui sont présentes ici. Depuis le 25 septembre 2008, nous avons lancé une grande campagne dans la presse, Le Monde, Le Figaro, l'Écho de l'Oranie, La Provence, le Politique Magazine, Valeurs Actuelles. Une campagne donc qui a touché à peu près 15 millions de lecteurs et qui représente 5 millions de publicités au format A4. Voilà, ça, c'est donc une campagne qui s'est étalée depuis de nombreuses années voilà, et depuis qui a 2008, porté ses fruits. Voilà. Alors, quelles sont les associations et les soutiens de tout ça? Vous n'avez pas fait ça tout seul? Alors, en fait, nous sommes 62 associations. Les noms de ces associations figurent d'ailleurs dans la plupart des publicités passées dans la presse. Ah ben, il faut une page pour le nom des associations. Non, il y a une dizaine de lignes, ça suffit. C'est déjà pas mal. Il y a 2000 donateurs privés que nous remercions aussi. Et cette campagne a coûté 140 000 €. Donc, cette campagne a démontré qu'avec relativement peu de moyens, on pouvait briser l'omerta médiatique dont nous sommes l'objet. Et cette omerta médiatique, nous espérons, avec cette émission, avec ce forum, justement continuer à la briser et à élargir le cercle des gens réellement informés. Notamment en province aussi. En province, à Paris, dans toutes les... Car là, le vrai problème de la communauté rapatriée, c'est le manque d'information et le manque de précision sur ce que l'État prévoit de faire ou de ne pas faire. Sur les harkis, vous m'avez noté la stèle de Jouques. Alors, sur les harkis, il y a une magnifique stèle qui a été inaugurée le 29 septembre 2013 au camp de Jouques, juste à l'extérieur, sur la Nationale. Et le petit extrait de film que vous allez voir maintenant présente cette manifestation dont aucun grand média n'a parlé. Eh ben, on regarde tout de suite. Madame le maire d'Aix-en-Provence, monsieur le maire de Jouques, monsieur le conseiller général, c'est le cœur empli d'émotions que je m'adresse à vous. Il y a 49 ans, aujourd'hui, 110 familles ont été parquées dans ce camp du Logidane. C'est ici à Jouques, au Logidane, petit village de Provence, qui a connu et partagé les angoisses, les peines et les souffrances de nos parents, marqués à jamais par l'arrachement de leurs terres. Une autre série de photographies du camp du Logidane traite de la dimension du paysage et de la problématique de l'exil. La troisième série de photographies est consacrée aux femmes. Je vais d'abord demander au maire de Pérol de nous rejoindre parce qu'elle est dans une commune où il y a beaucoup de harkis. Santa Cruz maintenant, on est parti de Jouques vers Santa Cruz, Notre-Dame d'Afrique, avec un superbe mémorial. Alors effectivement, la communauté rapatriée se retrouve lors des grandes fêtes religieuses. Santa Cruz, c'est la Vierge d'Oran, c'est une fête qui a lieu au mois de mai. Et cette année, il y a eu aussi l'inauguration d'un mémorial de 14 mètres de haut à Notre-Dame d'Afrique, à Théoul. Et le petit reportage que vous allez voir présente cette superbe réalisation qui a été faite par l'association du mémorial de Notre-Dame d'Afrique, présidée par M. Claude Rochette. On avait fait un reportage pour TV Liberté sur cette magnifique C'est exact. Manifestation, et ce mémorial. On regarde quelques images.
Sainte Communion, ravive en nous la force de l'Esprit pour porter à nos frères la bonne nouvelle du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.